Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Event Actu de ce lundi. Au sommaire de notre édition, la Guinée aux urnes ce dimanche pour élire le président. Une campagne électorale qui s'est achevée dans des violences. Côte d'Ivoire, début de la campagne présidentielle. Le ton a été donné le vendredi. Le chef de l'État ivoirien a lancé sa campagne à Yamoussoukro pendant que ses principaux adversaires encore en course étaient à Gagnoa, à Lakota et à Dabou. Burkina, 11 chefs d'inculpation retenus contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé après le coup d'État du 16 septembre dernier. Sport, FIFA Gate, Seth Blatter et Michel Platini suspendus pour 90 jours. Issa Hayatou, le président de la CAF, devient le président par intérim de la FIFA. Mesdames et messieurs, pour cette édition, nous avons un invité, Monsieur Léopold. Bonsoir. Bonsoir Franck. Alors, Léopold, présentez-vous à nos téléspectateurs de Event News. Vous êtes juriste. De formation, je suis juriste. Oui. Je profite un peu de la calmie en Côte d'Ivoire pour perfectionner les acquis. Avec notre invité de ce jour, nous allons commenter l'actualité de ce jour. Nous commençons avec le développement. Nous ouvrons cette édition avec la Guinée. Nous en parlons tout à l'heure où le scrutin présidentiel a débuté depuis 7 heures, heure locale en Guinée, pour choisir entre 8 candidats dont l'actuel chef de l'État, le président Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Une fin de campagne émaillée par des violences qui ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. De son côté, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a appelé à la cessation des violences pour permettre au scrutin de se dérouler dans des conditions apaisées. Très tôt ce dimanche, par ailleurs, 6 millions d'électeurs, nous l'avons dit, se sont rendus dans les urnes et les bureaux étaient bondés de monde. Les Guinéens sont sortis massivement pour prendre part à ce scrutin déterminant pour la suite des événements en Guinée. Rappelons que le jeudi dernier, des affrontements ont eu lieu entre partisans de l'actuel chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et son principal opposant Cellou Dalein Diallo, qui ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Nous écoutons à ce propos le ministre de l'Intérieur de la Guinée qui fait le point de la situation après les affrontements. Le gouvernement constate avec regret des troubles à l'ordre public au cours de l'accueil du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Sur le parcours de Bessia jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, il a été constaté des cas de vandalisme de la part des militants de ce parti au niveau de la casse, où des magasins ont été pillés et incendiés, de même qu'à la SIG, Madina et à d'autres endroits de la capitale. Ces cas de violence qui ne reflètent pas la vision et le choix démocratique de la Guinée sont de nature à compromettre l'action gouvernementale dans la construction de l'état de droit dans notre pays. De sources hospitalières, ces cas de violence ont entraîné une perte en vie humaine et 20 blessés. Le gouvernement, qui s'était jusque-là félicité de l'appréciation que les observateurs avaient fait du bon déroulement de la campagne électorale présidentielle, déplore et condamne avec la dernière énergie ces événements fâcheux. Le gouvernement rappelle que le pays est régi par des lois
Ces lois sont celles de la République, ce qui signifie qu'elles sont faites pour protéger les intérêts fondamentaux de l'ensemble des Guinéens. Aussi, le gouvernement rappelle que sa mission est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de protéger les institutions républicaines pour la paix et la stabilité dans notre pays. La campagne électorale a débuté ce vendredi en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État actuel a lancé sa campagne depuis Yamoussoukro. Reportage de la télévision publique ivoirienne. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, premier épisode. La scène s'ouvre sur deux symboles. Elle se déroule sur la terre natale du feu premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny. Et à la place Jean-Paul II en septembre 90, le souverain pontife lança ce présage propitiatoire pour une Côte d'Ivoire prospère et prête à relever tous les défis dans un élan de solidarité. Héritage et témoignage enthousiaste de ce discours apotropaïque chargé de bénédiction, la sortie massive et impressionnante des populations des lacs et autres régions du pays, convaincu qu'Alassane Ouattara incarne au plus haut point les atouts qui peuvent sauver et illuminer la Côte d'Ivoire. Deuxième épisode, Dimbokro, terre d'enfance du candidat Alassane Ouattara, et le stade Koné-Samba-Ambroise, encore des symboles. La mobilisation est parlante et forcément ravigotante pour le candidat du RHDP. C'est une belle journée, vraiment une journée fantastique. Les populations sont heureuses de mon bilan et nous allons faire encore plus au prochain mandat. Ce que je souhaite, c'est une forte participation pour bien montrer que la crise est terminée, que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer et que tous les Ivoiriens profiteront de cette prospérité. Je suis fier de mes concitoyens. Je vous les appelle à aller voter massivement le 25 octobre. Merci à tous. À Yamoussoukro comme à Dimbokro, Alassane Ouattara a demandé un deuxième mandat pour accélérer la construction d'une Côte d'Ivoire qui gagne et avance avec tous ses fils. Prochain épisode, demain, Bokanda et Bongouanou. Au cours de son adresse à ses supporters, le président candidat Alassane Ouattara a invité l'ensemble des Ivoiriens à la culture d'un Ivoirien nouveau pour les prochaines années. De leur côté, les principaux adversaires du chef de l'État encore à lice, Afim Guessan pour le compte du FPI, Kwadjo Konan Bertin, candidat indépendant, et Charles Konan Bani au nom de la Coalition nationale pour le changement, ont respectivement démarré les campagnes à Gagnoa, Lakota et Dabou. Élément filmé de la RTI pour le lancement de la campagne de Kwadjo Konan Bertin dit Kakabe. Kwadjo Konan Bertin brigue bien la magistrature suprême pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Kakabe a tenu à l'annoncer symboliquement à ses parents de Sérikbalilié, village natal de sa défunte mère. Une annonce que les populations de Sérikbalilié et des villages environnants de la sous-préfecture de Lakota ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Lors d'échanges directs avec ces populations, Kakabe a dévoilé un pan de ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. J'appartiens à une coalition, la CNC. Notre pays a trop souffert des batailles inutiles. Notre pays a pris beaucoup de retard. La politique ne peut pas prendre en otage tout le corps social. Les Ivoiriens ont besoin de souffler. Les Ivoiriens ont besoin de paix et de tranquillité. Leur préoccupation, c'est comment se soigner. Comment se nourrir 3 fois par jour au moins. L'école est chère. Les enfants doivent aller à l'école. Voici les vrais mots qui minent notre société. Dans ces conditions-là, faisons en sorte que ces élections-là, non seulement
nous puissions démontrer à la face du monde notre maturité démocratique et qu'on sorte définitivement de la crise, mais que ces élections nous réconcilient. Kouadio Konan Bertin a par la suite sollicité la bénédiction de ses parents. Une réponse favorable lui a été accordée car selon le porte-parole des populations, André Serikba, la cause est noble. Fort de ce soutien, KKB a décidé d'aller dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour obtenir les suffrages de tous les Ivoiriens. Pour sa part, le président de la CNC, Charles Konan Banny, qui a lancé sa campagne samedi à Dabou, a jugé illusoire de rêver à la réconciliation des Ivoiriens sous Alassane Ouattara en excluant des dignes fils de la Côte d'Ivoire, dont le président Laurent Gbagbo, détenu à La Haye depuis un peu plus de 4 ans. Il promet de mettre fin à cette situation et annonce une grande conférence nationale pour que les Ivoiriens se retrouvent dans la vérité. Pendant ce temps, deux autres pointus de l'opposition ivoirienne ont annoncé en cours de la semaine leur retrait du scrutin présidentiel. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Essi Amara, et du président de Leader qui lui a annoncé son retrait de l'élection présidentielle via son compte Twitter. Nous allons nous entretenir avec notre invité sur cette question. Cédric, alors que pensez-vous de la configuration actuelle pour les élections en Côte d'Ivoire? Notamment, nous voulons aussi vous entendre dire un mot sur la situation en Guinée. Nous sommes aux élections, mais avant, il y a eu ce qu'on peut appeler une crise préélectorale. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cristallisation sur deux candidats. Nous allons à une élection, s'agissant du cas de la Guinée, à un tour avec 8 candidats dans un premier temps. Et là où je m'interroge, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on essaie de cristalliser l'attention sur ces deux protagonistes. Certes, il y a des précédents. Le précédent, c'est lequel? C'est que pendant l'élection de 2010, le candidat Alpha Condé, qui est arrivé avec un score peu flatteur au deuxième tour, donc avec 18% des suffrages exprimés, s'est retrouvé en tête avec 52,5% des suffrages exprimés. Ça a laissé un précédent. Un précédent entre le candidat malheureux qui d'ailleurs lui a appelé au calme par la suite. Au jour d'aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que l'attention est cristallisée autour de ces deux candidats-là. Et là, on s'interroge tous de savoir s'il pourrait y avoir une crise post-électorale ou pas. Et là où je dis que les observateurs sont en train de pécher, c'est que les crises partent du fait qu'on ne respecte pas les institutions. Je l'ai toujours dit, tout le monde l'a toujours observé et tout le monde l'a toujours clamé. Du fait qu'on ne respecte pas les institutions. Et donc, la crédibilité de ce scrutin dépendra de la confiance que l'on place au sein de ces institutions. Je remarque que dans l'actualité, la CENI, qui est le pendant de notre commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, n'a pas fait l'objet de grands griefs de la part des opposants au président sortant. Donc on peut en conclure qu'il y a la confiance qui règne. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a vraiment pas eu de grands griefs, sinon qu'ils ont déposé une requête selon laquelle il fallait reporter de façon ultérieure le scrutin. Alors, pensez-vous que les Guinéens sont assez matures pour éviter une crise post-électorale comme on l'a connu 5 ans en arrière en Côte d'Ivoire? Je pense que les Guinéens le sont. Je pense qu'ils le sont. Je pense que les hommes politiques de la Guinée le sont également. Et je ne crois pas que ça soit dans leur dessein de vouloir faire couler un flot de sang en Guinée. Ce sont des personnes responsables et les institutions sont là pour régler tout contentieux qui pourrait survenir en cas de contestation. Une élection en appelle une autre. Justement, parlons de l'élection en Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle? Nous avons une partie de l'opposition qui a désisté pendant qu'une autre est hésitante et un seul semble déterminé à aller jusqu'au bout, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Quelle lecture faites-vous de tout cela et devant un Alassane Ouattara visiblement en position de force? Déjà, la question, sinon le sujet abordé, il est très intéressant.
Parce que je pense que vous et moi avons observé dans l'actualité la signature d'une charte avec Pascal Affi-N'Guessan et 2 autres candidats au palais de la République. Les enjeux de cette élection sont très, très intéressants dans la mesure où le NDI, qui est le National Democratic Institute, est invité par Ouattara, le président sortant en 2013. Le NDI prend des résolutions. Ce n'est que la suite logique et consécutive que nous avons observée très récemment. Mais le NDI a pris des résolutions qui sont d'inclure dans le processus électoral toutes les parties, donc pas d'exclusion, qui sont le dialogue et la réconciliation, qui sont la réorganisation de la CEI, le fichier électoral également. Donc il y a toute une série de résolutions qui aujourd'hui n'a pas été respectée par celui-là même qui a invité la NDI dans le processus électoral. Et donc, le camp, entre parenthèses, du FPI de Affi-N'Guessan qui part aux élections, c'est tout à son honneur. Nous avons suffisamment débattu de cette question-là. Nous connaissons suffisamment les tenants et les aboutissants d'une élection où toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc le camp Affi qui part aux élections, vous conviendrez avec moi que ça se passe de commentaires. Et concernant le désistement des 2 autres candidats, c'est tout à fait logique concernant Mamadou Koulibaly qui a eu, dans tous les débats politiques ivoiriens, depuis 2002, une démarche assez cohérente. Et si Amara, l'ancien diplomate, quant à lui, avait adressé un courrier sur ses craintes, il avait adressé un courrier qui était confidentiel au président Ouattara pour lui parler de tout ce qui concerne l'organisation pratique de ces élections-là. Est-ce qu'il a obtenu gain de cause? Je ne pense pas, c'est la raison pour laquelle le candidat a décidé de suspendre sa participation. Et donc, nous en concluons que dans le climat actuel, vu que les recommandations du NDI n'ont pas été respectées, et là encore, il y a contradiction dans la démarche de cet organisme-là. On pourra peut-être me taxer d'être une mauvaise langue, mais il y a une grosse contradiction dans la démarche du NDI hier et dans la démarche du NDI aujourd'hui. Parce qu'à l'analyse, on a des courriers qui disent ceci et dans les faits, c'est contradictoire. Ne nous étendons pas là-dessus. Donc le climat, est-ce qu'il est propice à des élections? Je ne m'avance pas là-dessus, mais j'en doute fort. Nous allons suivre, bien évidemment, ce feuilleton ivoirien avec le début de la campagne présidentielle qui devrait s'achever au soir du 24 octobre en attendant l'élection qui doit se tenir le dimanche 25 octobre. En liste, nous le rappelons, il y a 10 candidats dont 2 femmes. Au Burkina, le général Gilbert Diendéré et l'ex-ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré, Djibril Bartholé, ont été inculpés de 11 chefs d'inculpation à la suite du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Ils sont accusés entre autres d'attentat à la sûreté de l'État, de collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure, de meurtres, coups et blessures volontaires, destruction volontaire de biens, etc. Nous suivrons ce feuilleton burkinabé qui semble gagner en intensité. Le Burkina a subi des attaques attribuées à des djihadistes le vendredi dernier. Au moins 7 personnes ont été tuées à la frontière avec le Mali dans 2 attaques imputées aux djihadistes venus du Mali. Nigeria, l'ancienne ministre du pétrole durant les 5 dernières années de la présidence de Goodluck, a été arrêtée le vendredi dernier à Londres. Alison Madueke a été arrêtée en même temps que 4 autres personnes dans le cadre d'une enquête britannique sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. Au Tchad, un triple attentat meurtrier attribué à Boko Haram a fait au moins 41 morts et près d'une 50aine de blessés samedi 10 octobre dans l'après-midi à Bagasola, ville située à la frontière avec le Nigeria. Au Cameroun, plusieurs morts dans un double attentat dans le nord du pays. Un double attentat suicide qui a fait au moins 9 morts et 29 blessés ce dimanche dans la région de Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. Une région qui est
qui a été plusieurs fois la cible d'attaques terroristes. Sport pour terminer, le feuilleton de la FIFA Gate se poursuit. Blatter entraîne Platini dans sa chute. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu jeudi l'ancien champion français. Il a beau avoir été suspendu 90 jours par le comité d'éthique de la FIFA, mais Michel Platini n'est pas décidé à baisser les bras. Le président de l'UEFA fait appel de cette décision qui a également été infligée à Sepp Blatter. Platini était considéré comme le favori pour remplacer le dirigeant suisse à la tête de l'instance dirigeante du football mondial lors des prochaines élections. Mais cette suspension, venue d'une enquête interne sur un transfert d'argent jugé suspect, pourrait remettre en cause la candidature du Français. Jusque-là, l'ancien capitaine des Bleus a toujours clamé son innocence dans cette affaire. De son côté, la Fédération française de football a fait appel devant le tribunal arbitral du sport de cette suspension. Une réunion extraordinaire du comité exécutif de la FIFA se tiendra le 20 octobre prochain pour décider des futures dispositions à prendre. Une décision qui semble compromettre sérieusement les chances de candidature de Michel Platini pour succéder à Sepp Blatter. Sepp Blatter, de son côté, qui se dit très surpris par sa suspension, a affirmé dans une interview accordée à un journal suisse son intention de se battre malgré sa suspension. Dans le même temps, Issa Hayatou, le président de la CAF, est désormais, depuis le jeudi, le président par intérim de la FIFA en sa qualité de doyen des vice-présidents de la FIFA. Alors, Cédric, quel commentaire faites-vous de ce qui est convenu d'appeler la FIFA Gate, ce scandale en un point finir au sein de l'instance mondiale du football? C'est plus des interrogations qui m'animent sur ce sujet-là. Est-ce qu'on commence à voir une purge au sein de la FIFA? De part et d'autre, il y a des commentaires qui se font. Je ne voudrais pas m'avancer là-dessus parce qu'il ne faudrait pas s'avancer sur un sujet sans preuve. De part et d'autre, il y a des commentaires qui se sont toujours faits sur l'organisation, sur la gestion interne, sur bien de sujets. Et aujourd'hui, on assiste à des scandales qui s'étalent dans le temps. Et donc cette institution est en train de perdre de sa superbe. Et je crois que le comité éthique qui prend les devants a décidé de redorer le blason de la FIFA. Certains détracteurs d'Issa Hayatou sont étonnés que Issa Hayatou ne soit pas jusqu'à l'heure actuelle touché par ce vent de scandale qui secoue la FIFA. Commentaire Oui, dire que c'est Issa Hayatou qui tire les ficelles. Parce que s'il existe des preuves irréfragables à l'encontre de Issa Hayatou, nous n'allons pas assister à ce que ce dernier-là se hisse au rang de gestionnaire intérimaire de la FIFA aujourd'hui. Dans le cas d'espèces où nous n'en avons pas, nous restons sur ce que le comité d'éthique a décidé. C'est simple. Merci, M. Cédric, d'être intervenu sur cette édition de Event Actu. C'est ici que nous mettons un terme à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Retenez ceci, que les actualités d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci et au revoir.